Après la prise de Lysychansk, les Russes avancent vers les villes de Sloviansk et Kramatorsk, faisant battre en retraite des soldats ukrainiens mal équipés. La fête nationale américaine endeuillée ce lundi, une fusillade lors d'un défilé fait au moins 6 morts. Un suspect a été arrêté, un homme de 22 ans originaire de la région. La région de Sydney sous les eaux après des pluies diluviennes, un épisode climatique rarement vu par les habitants et qui pourrait durer. Malgré l'accord conclu fin 2020 sur le Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni se déchirent à nouveau sur la question des frontières en Irlande. Après avoir revendiqué une victoire majeure en prenant le contrôle de toute la région orientale de Lugansk, les forces russes avancent maintenant vers l'ouest et 2 villes majeures de la région voisine de Donetsk, Sloviansk et Kramatorsk. À Sloviansk, l'inquiétude monte à l'approche des Russes. Je ne sais pas. Je pense que ça va seulement empirer. Je pense déjà à partir. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses s'améliorent. À la périphérie de Lysychansk, désormais sous contrôle russe, les troupes ukrainiennes se retirent, fatiguées et frustrées d'avoir des armes obsolètes. Ce soldat qui répare son char endommagé raconte le combat de Lysychansk. C'était l'enfer, mais nous le reprendrons. Un autre montre une vieille mitrailleuse utilisée pour contrer les Russes. Venez voir. Elle date de 1944, c'est écrit ici. Les alliés de l'Ukraine ont promis des armes modernes qui ont commencé à arriver sur la ligne de front, mais pas assez vite. À Kiev, la première ministre suédoise Magdalena Andersson a apporté son soutien. La Suède a déposé une demande officielle d'adhésion à l'OTAN et sa dirigeante a déclaré qu'une fois membre, elle soutiendrait une politique de porte ouverte pour admettre d'autres pays. Un message qui parle à l'Ukraine, désireuse d'adhérer à l'OTAN. C'est une vaste chasse à l'homme qui s'est déroulée près de Chicago aux États-Unis ce lundi. Les policiers se sont lancés à la poursuite du tireur qui a abattu au moins 6 personnes lors d'un défilé de la fête nationale du 4 juillet. Le suspect, cet homme, a été interpellé. Robert Crimo, c'est son nom, dit Bobby, est âgé de 22 ans et est originaire de la région. Il a été conduit au département de police d'Highland Park pour être interrogé, indique ce policier, et l'enquête se poursuit. Tôt lundi matin, des centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec des enfants, avaient pris place sur les trottoirs de Highland Park pour assister, comme dans tous les États-Unis, au traditionnel défilé de la fête d'indépendance américaine. Le tireur, armé d'un puissant fusil, a ouvert le feu depuis un toit. Je me souviens juste avoir vu comme de la fumée sur le sol. Nous étions littéralement tout près de l'endroit où cela s'est passé. J'ai entendu des tirs comme une rafale, puis il a rechargé et tiré encore. Les gens criaient et couraient. C'était vraiment effrayant et traumatisant. Je pensais que c'était les militaires de la Navy qui saluaient le drapeau avec leurs fusils. Mais ensuite, quand j'ai vu les gens courir, j'ai pris mon fils dans les bras et j'ai commencé à courir moi aussi. Une vingtaine de personnes ont été blessées, toutes sauf une l'ont été par balle. 2 d'entre elles sont toujours hospitalisées dans un état stable. Les libertés en Amérique sont attaquées et j'exhorte les citoyens à faire preuve d'un patriotisme de principe. L'appel de Joe Biden à ses compatriotes lors du traditionnel discours du jour de l'indépendance aux États-Unis, quelques heures après qu'une fusillade a endeuillé un défilé près de Chicago et quelques jours après que les Américaines ont vu leur droit à l'avortement reculer dans la majeure partie du pays. Le 4 juillet arrive à un moment critique. Notre économie est en pleine croissance, mais non sans mal. La liberté est attaquée. Un assaut à la fois ici et à l'étranger. Ces derniers jours, il y a eu des raisons de penser que ce pays recule, que la liberté se réduit, que les droits que nous supposions protéger ne le sont plus. Rappelons que nous sommes toujours en train de nous battre pour l'âme de l'Amérique, comme nous le faisons depuis plus de 200 ans.
Alors que sa popularité ne cesse de chuter, Joe Biden a voulu aussi évoquer quelques points positifs à l'approche des élections de mi-mandat prévues en novembre, durant lesquelles les Américains seront appelés aux urnes pour renouveler la Chambre des représentants et plus d'un tiers du Sénat. Nous reprenons notre mode de vie malgré la pandémie. Les vaccins sont presque disponibles pour chaque Américain. Les restrictions ont été à nouveau levées ce 4 juillet. Ensemble à la Maison-Blanche et malgré tous les défis, l'Amérique a l'économie la plus forte du monde. Joe Biden a aussi promis de ne pas abandonner la lutte contre l'épidémie de violence par arme à feu et pressé les Américains de choisir l'unité plutôt que la division, reconnaissant que le défi restait de taille. Des inondations terrifiantes avec de l'eau qui monte d'un coup. C'est ainsi que les Australiens de la région de Sydney décrivent l'épisode climatique qui a submergé leur maison. 50 000 personnes sont appelées à évacuer et à cause des pluies diluviennes, des inondations et du vent violent, 19 000 foyers ont été privés de courant. Nous nous attendons à ce que d'autres fortes précipitations se poursuivent au cours de la semaine. Cet événement est donc loin d'être terminé. S'il vous plaît, où que vous soyez, soyez prudents. Ces fortes précipitations se sont abattues sur un sol déjà en partie détrempé, ce qui a entraîné une rapide montée des eaux, notamment dans la banlieue ouest de Sydney. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 23 régions de Nouvelle-Galles du Sud. C'était plus qu'une simple pluie, parce que nous avons eu la pluie et en moins de 24 heures, elle avait commencé vendredi matin, et vendredi soir, nous étions sous l'eau. Et d'habitude, même avec une semaine de pluie constante, nous ne sommes toujours pas inondés, donc c'était incroyable. L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique, régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs, sans compter des inondations répétées de plus en plus intenses. Pendant 4 longues années, la colère s'est exprimée pour le Brexit, en temps les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Comment les Irlandais pouvaient-ils continuer à bénéficier de la libre circulation entre le Nord et le Sud si ces routes étaient désormais censées être la frontière du marché unique européen ? Un accord a finalement été conclu, mais la question n'a pas disparu. Le gouvernement de Boris Johnson voulait sortir du marché unique et donc, pour éviter des frontières dures sur le continent irlandais qui fragiliseraient la paix, il a accepté des contrôles douaniers sur les marchandises voyageant de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Mais cette solution, les dirigeants unionistes d'Irlande du Nord la détestent. Pour ceux qui se définissent par leur loyauté envers Londres, ces contrôles douaniers sur leur territoire sont perçus comme un acte de trahison. Le vice-président de l'Union européenne, Maroš Šefčovič, a proposé des mesures visant à réduire de 80% les contrôles douaniers. Mais la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a rejeté cette offre, refusant les contrôles pour les marchandises dont la destination finale est l'Irlande du Nord et ne laissant que des contrôles pour les marchandises destinées à l'Irlande. L'arbitrage des différends est une autre source majeure de conflit. Le Royaume-Uni n'accepte plus que la Cour européenne de justice soit compétente et souhaite désormais un arbitrage international. Bruxelles s'y oppose. Outre les questions de contenu, il y a maintenant aussi une question de confiance entre les deux divorcés. Le gouvernement britannique a présenté un projet de loi pour modifier unilatéralement un traité international qu'il a lui-même signé il y a moins de 2 ans. Résultat, l'Union européenne a lancé une procédure judiciaire contre le Royaume-Uni pour violation du droit international. Elles mettent la dernière main à la broderie chez Dior. La Fashion Week haute couture est lancée à Paris pour 4 jours et la célèbre maison de l'avenue Montaigne a choisi de rendre hommage à l'Ukraine. Couleurs naturelles, matières mates, broderies sophistiquées et patchwork de dentelle et sur les murs des peintures d'une artiste ukrainienne. J'ai invité cette artiste ukrainienne à travailler avec moi sur la mise en scène parce que j'ai également été frappée par les images montrant que même dans la guerre, il y a un grand désir de renaissance. Donc je pensais qu'il était important d'essayer aussi d'entrer en dialogue avec une artiste qui a manifestement plus de difficultés à créer.
Les mannequins défilent dans des robes raffinées dans ce décor créé par Olesia Trofimenko. L'un des panneaux géants colorés brodés est fait à partir d'une photo de la cour de sa maison de campagne où elle s'est abritée pendant la guerre.